le monde, donc ça fait plaisir en fait de venir présenter un peu les résultats d'une maîtrise de recherche que j'ai terminée au mois de mai passé qui portait entre autres sur l'autogestion et donc j'ai poursuivi par la suite au doctorat comme Alexandra l'a mentionné. Puis moi mon champ d'expertise c'est plus au niveau de la lombalgie chronique puis donc comment optimiser dans le fond la prise en charge en lien avec ce fléau on peut le dire. Donc, il y a plusieurs définitions de la douleur chronique qui a été dites durant la soirée. Moi, je me concentre davantage sur la douleur chronique de nature musculo-squelettique. Donc, souvent, on parle de douleur chronique quand ça persiste depuis plus de 3 mois. Et quand je dis musculo-squelettique, c'est que c'est une douleur au niveau des os, des articulations, des muscles, tendons et même ligaments. Et on va beaucoup parler en fond des troubles musculo-squelettiques. Pensez par exemple à la lombalgie, l'arthrose, cervicalgie. Ça va tout rentrer dans le fond dans le grand domaine des troubles musculo-squelettiques ou TMS. Les TMS en fait ça engendre beaucoup d'impact négatifs pour les patients. Donc sur 3 sphères principales, on a la sphère biologique qui est plus en lien avec tout ce qui est les effets physiques, donc une perte de force, une perte d'amplitude, de la douleur. Au niveau psychologique, ou des fois on parle également au niveau plus cognitivo-affectif, donc ça touche les émotions, donc dépression, anxiété, stress, mais également au niveau des cognitions, donc les croyances qu'on a en lien avec notre condition de santé. Puis au niveau social, là on parle plus, ça peut mener à de l'isolement, des relations tendues, autant au niveau personnel, avec les amis, famille, au niveau du travail également. Donc pourquoi je vous parle des TMS, en fait, c'est que ça représente la plus grande cause d'incapacité dans le monde. Moi, je vais m'intéresser davantage sur la lombalgie. Donc c'est vraiment, mes exemples, ça va vraiment tirer de la lombalgie. Pourquoi la lombalgie? Comme vous pouvez voir, c'est une des premières causes d'années vécues avec des incapacités parmi tous les TMS. Fait que souvent, la carte du monde ici, c'est vraiment ce qui est en mauve pâle, là, ça représente la lombalgie. Donc, il y a également une prévalence à vie de 84% dans la population mondiale. Puis, au Québec, ça représente près de 30% des lésions là, chez les travailleurs. Pourquoi s'intéresser maintenant à l'autogestion? En fait, il y a une superbe étude qui est sortie récemment qui ont fait de 11 recommandations en lien afin d'optimiser la prise en charge pour les TMS. Puis, parmi ces 11 recommandations-là, il y a la recommandation numéro 7 qui parlait entre autres de procurer aux patients de l'information, de l'éducation afin d'optimiser donc son autogestion de sa condition. Au Québec maintenant, il y a un cadre de référence qui est sorti en lien avec la prestation des soins pour les travailleurs qui avaient des blessures, mais là maintenant neuromusculo-squelettiques. Et ils ont énuméré plusieurs principes qui devraient guider cette prise en charge-là. Et moi, je me suis vraiment intéressé au principe numéro 2 et 3 qui stipule que, premièrement, une approche bio-psychosociale est essentielle dans le traitement, mais également que la prise en charge va favoriser, dans le fond, les stratégies d'autogestion et, dans ce cas-ci, chez le travailleur. J'aimerais préciser que ma maîtrise qui est portée sur l'autogestion, c'était principalement chez les travailleurs qui avaient la difficulté à se maintenir au travail à cause de maux de dos persistants. Donc maintenant, c'est quoi l'autogestion? Il y a plusieurs définitions qui varient dans la littérature, mais j'ai choisi celle qui était la plus englobante. Donc c'est vraiment la capacité à exercer un contrôle sur ses symptômes, son traitement, mais également donc, les conséquences physiques, psychologiques et sociales y étant associées, mais également au niveau des changements, au niveau des habitudes de vie que cela peut emporter, et ça c'est au quotidien. C'est une bataille quotidienne là, à chaque jour. Puis, j'ai fait un petit schéma pour vous expliquer en gros en quoi ça consiste l'autogestion. On parlait de la définition, mais en quoi ça consiste. C'est ça que je vais vous parler aujourd'hui. C'est que c'est une combinaison de 3 choses. Donc, on parle de l'éducation aux patients. On a également donc, des stratégies d'autogestion, mais également, ce qui est souvent un peu négligé, c'est sa mise en application dans le quotidien. Puis ça va mener à, on espère, à une augmentation de ce qu'on appelle la perception d'efficacité personnelle. Pourquoi je vous parle de ce mot complexe-là? C'est que c'est vraiment le standard pour évaluer dans la littérature les effets, donc l'efficacité de nos méthodes d'autogestion. Puis, si on veut une définition, c'est vraiment donc l'évaluation que la personne se fait de ses capacités à accomplir une action précise avec succès. En d'autres mots, dans notre cas à nous, c'est est-ce que la personne est capable de s'autogérer ou bien est-ce qu'elle se sent capable d'appliquer les stratégies d'autogestion qu'on va lui donner ou qu'elle va trouver par elle-même.
Puis éventuellement, ça va probablement mener à une diminution de douleur et une diminution des incapacités, qui est un peu souvent notre but ultime. Mais je vous présentais ça, en fait, c'est parce que je veux mettre l'accent sur le fait que l'autogestion, c'est pas seulement, en fond, une diminution de douleur. C'est vraiment la capacité de mettre en place un plan pour s'autogérer. Donc maintenant, on va passer à travers on a identifié 3 grandes étapes clés de l'autogestion. Puis la première, c'est vraiment de comprendre sa condition de santé. Donc on veut que la personne, que le patient, en l'occurrence, puisse comprendre qu'est-ce qui se passe avec son corps et avec lui. Puis ça va passer par l'éducation. Par la suite, on va voir qu'il puisse apprendre différentes stratégies d'autogestion qui sont bien sûr efficaces, mais également personnalisées pour lui procurer des moyens pour contrôler sa condition de santé ou sa problématique de santé. Et au final, on va vouloir qu'il puisse bien sûr mettre en application ses nouvelles connaissances, mais également ses stratégies d'autogestion dans son quotidien afin de résoudre donc des problèmes qui peuvent survenir à chaque jour. Donc, on va passer en détail pour chacune des étapes. Donc, l'étape 1, comme je l'ai dit, ça passe par de l'éducation. Donc, vraiment, au niveau du développement de connaissances, qui peut porter sur plusieurs choses. Là, je pense que c'est écrit un peu petit ici, mais les différents éléments, par exemple, ça peut être au niveau de l'importance de saines habitudes de vie, au niveau, comme Jérôme parlait, plus au niveau de la neurophysiologie de la douleur. Donc, bien comprendre comment la douleur fonctionne, ça peut nous aider également. Puis, par exemple, le lien entre l'état psychologique, cognitif et la douleur. Comment on réussit à bien s'éduquer, par exemple? Bien, il existe plusieurs ressources disponibles. Puis, pour une personne, souvent, l'Internet, le fameux WebMD, qui est toujours une source, on va se dire, un peu douteuse des fois, mais quand même, ça reste une source que les personnes utilisent beaucoup. Puis, on a également les amis, la famille, un collègue qui a eu un problème similaire, mais surtout, et je l'espère, les professionnels de la santé, le médecin, physiothérapeute, ergothérapeute ou autre. Ça permet quoi, en fait, de développer des connaissances en lien avec la condition de santé? Bien, ça permet de venir modifier certaines fausses croyances qu'on peut entretenir en lien avec la condition de santé, faciliter par la suite des comportements qu'on dit mieux adaptés pour pouvoir s'autogérer, et finalement, ça permet de comprendre certaines interventions qui sont à la base des stratégies qu'on va proposer à la personne. Donc, si elle ne comprend pas pourquoi elle fait ces exercices-là ou ces stratégies-là, bien, c'est dur pour garder l'adhérence. Donc, maintenant, au niveau de l'étape 2, c'est bien sûr d'apprendre des nouvelles stratégies d'autogestion. Tout d'abord, ils doivent être personnalisés, donc en lien avec les intérêts et les besoins particuliers de la personne, mais également, il faut que ce soit, comme je l'ai mentionné, de nature bio-psychosociale. Et là, je vais mettre un petit bémol, souvent on parle de psychologique, mais on va parler beaucoup de cognitivo-affective aussi. Puis je vais revenir en détail là, pour des exemples plus concrets des stratégies d'autogestion. Et pour la dernière étape, c'est vraiment donc d'appliquer nos stratégies d'autogestion. Puis ça passe par la démarche de résolution de problèmes, qui est vraiment l'élément central, mais souvent la plus négligée de l'autogestion. Donc c'est vraiment de mettre en application, comme je disais tantôt, donc les connaissances qu'on va avoir apprises et également donc, les stratégies d'autogestion qu'on va avoir développées, et ça dans son quotidien. Fait que la démarche de gestion de problème, en fait, c'est assez commun, je pense, pas juste en santé, en fait, mais on identifie, nous, avoir 5 étapes précises. Donc, ça commence toujours par l'identification du problème. Donc, c'est quoi qu'on veut régler? C'est qu'est-ce qui se passe qui ne fonctionne pas? Là, j'ai mis un exemple ici. On peut penser à une augmentation de la douleur, de l'anxiété ou des comportements de ce qu'on appelle peur et évitement. C'est-à-dire que quand on a la douleur, on va avoir peur à faire, on va avoir la réticence à faire certains mouvements. Puis ça va nous amener à éviter ces mouvements-là ou bien ces activités-là. Par la suite, la personne va planifier donc des objectifs. Puis, dans ce cas-ci, ça peut être augmenter à fond son contrôle de la douleur, donc son anxiété, de ses peurs. Elle va par la suite identifier des actions concrètes à poser, prendre une décision, puis utiliser les ressources à sa disposition pour les mettre en application. Puis dans le cas de mon exemple, ça serait par exemple des exercices spécifiques en lien avec le contrôle de la douleur, ou bien par exemple pour gérer son stress, son anxiété, la pleine conscience, la méditation de pleine conscience. Et je vais revenir encore là sur les stratégies plus en détail plus tard dans la présentation. Et au final, on a la dernière étape qui est d'évaluer donc ces résultats. Et ça, encore là, c'est souvent l'étape la plus négligée parce que si on ne sait pas si ça a eu un effet escompté ou non, bien, pour savoir comment on peut réajuster le tir aux besoins. Ça, c'est souvent facile par la tenue d'un journal de bord. Donc, écrire un peu la stratégie qu'on a faite, les effets que ça a eu sur notre douleur, oui, mais sur notre humeur en général, sur notre fonctionnement.
En fait, maintenant, je vais présenter un peu les principes plus théoriques de l'autogestion. Puis, j'ai donné un peu des exemples pratiques là, à mettre en application là, dès demain, si possible. Et pour vous aider avec ça, je vais utiliser l'analogie du jeu de cartes. Fait que tout le monde ici a déjà joué soit au 500, au poker, ou même au trou de cul, qui est assez populaire. Et dans le fond, pourquoi je vous parle de ça, c'est que pensez un peu que la stratégie d'autogestion que vous voulez mettre en application, que vous avez, c'est comme une carte. Fait que nous, on va vouloir que la personne puisse utiliser la bonne carte au bon moment. Fait que c'est un peu ça là, que je voulais expliquer. Donc, au final, c'est utiliser la démarche de résolution de problème pour utiliser la bonne solution au bon problème. Fait que pensons maintenant au niveau des stratégies physiques. Alors, au début, on a des exercices d'ordre général, yoga, natation, le jogging, la marche. Puis, comme Marie-Claude en a parlé, qui a un effet analgésique assez puissant. Moi, je vais parler juste de l'adhérence. C'est bien beau des exercices, mais le meilleur exercice qui existe, c'est vraiment celle que vous allez faire. Okay? Il n'existe pas d'exercice particulier qui va démontrer une meilleure efficacité dans le cas de la lombalgie. Il y a ça entre autres, puis par la suite, on va également parler des exercices plus spécifiques pour le contrôle de la douleur. Puis en physiothérapie, vu que j'ai un petit biais, c'est sûr, on utilise souvent des mouvements répétés ou des postures soutenues qui vont venir avoir une influence au niveau de nos symptômes. Ça, c'est vraiment spécifique. On parle plus d'exercices thérapeutiques qui vont être prescrits par un physiothérapeute, un kinésiologue ou autre professionnel de la santé. Également, les fameux conseils posturaux. Je suis sûr, dans la salle, tout le monde vous a dit d'adopter telle ou telle posture, c'est mieux pour ton dos et tout. En fait, il n'existe pas dans la littérature une posture optimale. En fait, la meilleure posture que vous allez pouvoir prendre, c'est la prochaine que vous allez prendre, dans le sens que l'important, c'est de rester en mouvement. Et puis finalement, il existe plusieurs modalités que tout le monde a utilisées après ça avoir fait mal. Donc la glace, chaleur ou le fameux TENS, qui envoie des chocs électriques qui utilise la théorie du portillon là, qui a été brièvement mentionnée plus tôt. Et là, donc, voici un exemple concret dans le quotidien. Par exemple, on a un travailleur qui travaille devant l'ordinateur, qui est assis pendant 2 heures, qui développe la douleur au dos. Bien là, par exemple, elle va pouvoir, donc elle réalise qu'il y a un problème à ce niveau-là, elle va pouvoir contrôler sa douleur. Elle pourrait, par exemple, se lever debout, parce que des fois au travail, c'est difficile de se mettre sur le plancher puis de faire cet exercice-là, mais juste de faire les mouvements répétés vers l'arrière, ça a été prouvé efficace pour diminuer la douleur. Donc ça, c'est un exemple de stratégie dite physique. Passons maintenant aux stratégies pour gérer les facteurs plus qu'on appelle cognitivo-affectifs. Donc, qu'est-ce que je mentionnais au préalable, c'est que notre éducation, le développement de connaissances qu'on a acquis au début, ça va venir influencer positivement nos pensées, nos croyances à nos conditions de santé, mais également notre état émotionnel. Puis, ça va amener éventuellement une modification de ces pensées nuisibles-là et de ces émotions négatives-là pour favoriser des comportements éventuellement qui sont dits mieux adaptés. Ça, c'est comme si on parlait un peu d'une restructuration cognitive où j'aime bien parler, moi, de mettre de nouvelles lunettes, dans le sens qu'on va amener la personne à reconsidérer sa perception, sa condition de santé, pour qu'elle puisse mettre l'emphase sur ses capacités et non pas ses limitations. Fait que ça revient un peu à la fameuse analogie du verre à moitié vide, à moitié plein. Bien là, on veut amener la personne à considérer son verre à moitié plein. Et il y a d'autres exemples également pour venir, par exemple, une relaxation, la méditation de pleine conscience, qu'on va viser plus au niveau de l'anxiété, le stress, puis également l'exposition graduelle dans les cas des personnes qui ont, on parle des comportements de peur, évidemment, comme je le mentionnais tantôt, mais de venir exposer la personne à ces mouvements-là tranquillement, dans un environnement sécuritaire, puis lui dire que ces mouvements-là ne vont pas causer de dommages davantage au niveau de son dos. Donc, par exemple, un autre exemple concret, on a la personne qui se lève un matin, elle a beaucoup de douleur au dos, elle se sent fatiguée, puis là, elle se dit que mon dos est fragile, je ne pourrais pas trop forcer aujourd'hui au travail car je vais avoir peur de me reblesser à nouveau. Mais en fait, c'est qu'on va, avec ce que je vous ai parlé tantôt, c'est qu'on va vouloir un peu modifier cette façon de penser-là pour considérer le dos comme étant une structure robuste qui est fait pour bouger, puis de ne pas avoir peur de bouger dans les mouvements. Par contre, ça va être vraiment de suivre ses limites, donc ses limites. Et on va terminer avec les stratégies donc, pour gérer les facteurs sociaux dits plus négatifs. Puis ça, c'est beaucoup axé sur la communication. Donc, communiquer ses symptômes, ses besoins, mais également établir ses propres limites. À qui? Bien, en fait, à son entourage. Ça peut comprendre les amis, la famille, mais également tout au niveau du contexte occupationnel, donc relié au travail. Là, on parle de ses collègues, de ses employeurs également, pour aller chercher, donc, pour utiliser les ressources à sa disposition. Puis,
peut paraître flou un peu, mais comment on pourrait rendre ça plus pratique, donner des petits trucs, c'est par exemple, on est au travail, on a de la misère, quand on finit nos journées, on est fatigué, on n'est plus capable de rien faire, on a beaucoup d'incapacité au travail, bien, ça pourrait être par exemple d'aller demander à son employeur de négocier pour avoir de la flexibilité au niveau de l'horaire, pouvoir prendre des micro-pauses pour faire ses exercices, ajuster son poste de travail aux besoins, ou même demander à ses collègues de déléguer certaines tâches ou demander de l'aide. Et là, je vais terminer avec, en fond, le rôle du professionnel de la santé. En fait, il y a plusieurs rôles pour le professionnel de la santé, dont, entre autres, de faciliter la compréhension de la personne à sa condition de santé. C'est en fait de fournir de l'éducation, mais basée sur les données probantes, ou bien qu'est-ce que la littérature, qu'est-ce que la recherche dit, pour s'assurer que ça soit la bonne information. Également, promouvoir cette fameuse perception de contrôle-là que le patient a, en lui faisant vivre des petits succès, en commençant tranquillement et en allant progressivement. Mais également de proposer des stratégies d'autogestion qui sont efficaces et personnalisées en fonction de ses besoins. Donc, c'est vraiment un rôle crucial du professionnel de la santé. Et finalement, de vraiment le soutenir tout au long du processus, sa démarche de résolution de problèmes. Alors, j'aimerais vous rappeler que oui, l'autogestion, c'est super important, mais ça fait vraiment partie d'un tout. Et c'est important, à fond, de prendre en considération ça, tous les éléments, par exemple, démontrés dans cette étude-là. Donc, ça ne va pas substituer l'avis ou le suivi d'un professionnel de la santé, mais c'est vraiment un atout de plus pour permettre d'autonomiser le patient dans son expérience avec sa condition de santé. Puis, je voulais finir par vous parler de différentes ressources sur Internet qui sont disponibles pour vous, autant pour les professionnels de la santé que pour les patients qui vivent avec une problématique douloureuse. Il existe plein d'outils de vulgarisation qui sont super intéressants, qui vous expliquent un peu. Je vois beaucoup de monde qui prend en photo. Si vous voulez, je pourrais plutôt vous transmettre ça. Peut-être qu'on va essayer de trouver un moyen pour vous transmettre ces ressources-là, mais je vous invite à les consulter là, au besoin. Donc, je peux prendre vos questions si vous en avez. Oui. Qu'est-ce que tu penses de la massothérapie et de l'acupuncture? OK, c'est une excellente question. En fait, la question c'était qu'est-ce que je pense de la massothérapie et de l'acupuncture? L'acupuncture, en fait, c'est sûr que je vais différencier mon avis personnel de mon avis plus de chercheur. J'ai regardé un peu dans la littérature dernièrement pour voir avec les maux de dos surtout. Puis, lorsqu'on parle de lombalgie, de douleur au dos qui est persistante, là, les évidences sont plus conflictuelles dans le sens que il y a certaines lignes de pensée qui vont dire que oui, en fait, ça pourrait être efficace, l'acupuncture. Par exemple, dans les cas plus aigus, donc quand on parle de flare-up ou que la douleur elle augmente beaucoup, là c'est plus mitigé. Par contre, puis avec le massage également, c'est un peu semblable. Moi, la philosophie là-dedans, c'est que ça va amener un soulagement. Puis si c'est le cas, c'est super. Mais il faut voir ça comme un effet souvent temporaire. Puis l'acupuncture, le massage, les approches qu'on dit passives. Donc la personne ne va pas nécessairement être dans l'action. Puis ça peut être dangereux dans le sens que cette personne va toujours revenir à l'acupuncture, le massage pour soulager ses douleurs. À un moment donné, c'est un effet temporaire-là, bien probablement ça va vous coûter cher. Puis elle n'aura pas des effets qui vont durer dans le temps. Fait que moi, en lien avec ça, mon opinion personnelle, c'est que j'irais, si ça nous soulage, c'est bien, mais d'utiliser ce soulagement-là pour se mettre en action puis avoir des exercices ou un mode de vie, des habitudes de vie en lien avec ça. Fait que c'est vraiment le voir plus de façon temporaire. Peut-être pour diminuer la médication aussi que les gens prennent. Oui, effectivement. Il y a moins d'effets secondaires à des massages et l'acupuncture que des painkillers. C'est une excellente raison pourquoi d'aller plus vers ces traitements-là que la médication. Il y avait d'autres questions? Oui. Est-ce que vous pouvez développer un peu le type de croyance que oui. les gens peuvent avoir? Souvent, la personne, le meilleur exemple, c'est souvent, on va demander au niveau des causes. Donc, on va demander à la personne, donc, qu'est-ce qui cause votre maux de dos, par exemple, votre douleur à l'épaule ou autre. Puis souvent, les personnes vont arriver, vont nous dire, moi, je pense que c'est un manque de flexibilité. Ou bien, on leur a dit, répéter. Puis ça, dans le fond, c'est un peu, des fois, notre faute. Nous, en tant que professionnel de la santé, on va leur dire, c'est ta posture, c'est ta faiblesse au niveau de tes muscles et autres.
Puis on voit de plus en plus dans la littérature que c'est pas nécessairement le cas. Puis lorsque la personne, par exemple, va dire, ou le plus souvent possible, c'est lorsque je me penche, le fait de me pencher, je ne peux pas faire ça, ça va causer ma douleur au dos, les personnes vont commencer à éviter ce mouvement-là. Mais moi, souvent, je donne comme par exemple, le nombre de fois que vous êtes penché pour ramasser un objet qui est tombé ou quoi que ce soit, vous l'avez fait des milliers de fois dans votre vie, puis vous êtes blessé, vous avez eu mal peut-être. La fois en ligne, c'est arrivé, quand la blessure est arrivée, elle doit être arrivée. Fait que c'est pas le mouvement en soi qui va causer ça. Fait que ça, c'est l'exemple de croyances qu'on peut en voir. Donc, éviter certains mouvements au niveau des causes. C'est des exemples typiques qu'on voit souvent. Puis l'important, c'est pas de la confronter la personne, de dire non, qu'est-ce que tu crois, ça n'a pas de bon sens. C'est plus de, comme je disais tantôt, de l'amener la personne, l'accompagner dans ce cheminement-là, de faire changer un peu cette perception-là, en donnant un peu dans les 30 ans de notre savoir qu'on a développé au cours de notre formation. À ce moment-là, est-ce que oui. Dans la pratique, quand on peut rencontrer un patient, est-ce que vous allez avoir une période de temps que vous allez consacrer au cognitif justement pour voir quelles sont les croyances ou ces choses-là? Ouais. Une approche qui serait un peu différente de ce qu'on voit maintenant? C'est une très bonne question. C'est quelque chose que, là, je vois Florian ici, on travaille ensemble dans le même labo, puis on en discute beaucoup. C'est des choses qu'on veut amener, que je crois qu'en recherche, on voit de plus en plus. Ça sort vraiment comme l'élément central, mais vous savez, quelque chose qui est sorti récemment, c'est que qu'est-ce qu'on développe en recherche, ça prend souvent jusqu'à 17 ans avant que ça soit transposé dans la pratique clinique. Là, c'est une vision un peu pessimiste, mais personnellement, vu que moi je suis sensibilisé à ça, je vais vouloir appliquer ça, dans le fond, dans la pratique quotidienne, mais c'est pas tout le monde qui le fait. Puis souvent, dans le fond, dépendamment du contexte, il existe par exemple des cliniques, des milieux de pratique où sont spécialisés dans la gestion de la douleur chronique, ils vont avoir plus de temps, ils vont plus toucher à tous ces facteurs-là, tandis qu'il y a une pratique plus privée. J'ai fait un peu les deux. Des fois, avec le temps et les ressources limitées qu'on a, ça peut être plus difficile. Mais qu'est-ce que j'encourage le monde à faire, c'est lorsqu'on réalise que les facteurs qui sont à cause de cette douleur-là, qui est persistante, est plus de nature cognitive, émotionnelle, mais là, il faudrait prendre plus de temps avec ces personnes-là, lâcher un peu le physique, peut-être aller vers ces aspects-là, mais c'est très dur, puis c'est pas tout le monde qui est outillé à faire ça non plus. Mais moi, j'aimerais ça qu'éventuellement, ça prenne plus de place. Ouais.